Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Autre publication de l'auteur. Le Canal du Midi. Glénat Éditions Grenoble, 2013, 192 pages. Navigations intérieures. Histoire de la batellerie de la préhistoire, à demain. Douarnenez, édition Chasse-Marée Glénat 2012, 240 pages. Les artisans bateliers au cœur du transport fluvial. Lille, G-Bleu édition 2010, 205 pages. Marinier, Histoire et mémoire de la batellerie artisanale. Douarnenez, Editions Chasse-Marée, Glénat. Tome 1 2004, 223 pages. Tome 2 2005, 195 pages. La Grande Batellerie. 150 ans d'histoire de la Compagnie Générale de Navigation. Pont-Saint-Esprit, La Mirandole édition, 1996, 165 pages. Les bateliers seigneurs du fleuve ou galériens. Avec D. Gerritsen et G. de Véricourt. Syros édition, Paris, 1995, 270 pages. Conflans-Sainte-Honorine. Histoire fluviale de la capitale de la batellerie. Paris, L'Harmattan, 1994, 502 pages. Batellerie et batelier de France. Roanne, Horvat, 1984. Citation. J'ai d'abord examiné les hommes, et j'ai cru que dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie. J'ai posé les principes, et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes, les histoires de toutes les nations n'en être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi, ou dépendre d'une autre plus générale. Montesquieu, Préface de l'Esprit des lois, 1748. Préface. La consistance du domaine des voies navigables répond à de nombreuses règles juridiques et à des textes anciens. L'identification de la nature des voies, qu'elles relèvent du domaine public fluvial, DPF, du domaine public maritime, DPM, ou du domaine public fluvial navigable, DPFN, constitue toujours aujourd'hui un travail important. Il n'y a pas à ce jour de nomenclature actualisée des voies navigables et flottables. L'appartenance ou non d'une rivière à cette nomenclature est déduite de sources diverses, dont la principale est l'annexe à l'ordonnance de 1835 et d'ouvrages tels que le Guide de la navigation intérieure de Berger-Levrault, ou le Grimoire de la direction des transports terrestres sur lequel sont reportés les décrets de radiation et de déclassement. Pourtant, cette identification juridique des voies ou sections de voies d'eau a des conséquences importantes sur les investissements, la gestion technique des ouvrages et du réseau et à une échelle moindre sur la connaissance exacte du linéaire de voies navigables. Le CETMEF, en accord avec M. HOSSARD, la Direction des transports terrestres et voies navigables de France, a souhaité, dans la continuité des missions exercées jusqu'en 2002 en matière d'application cartographique et géographique, faire réaliser une étude résultant de nombreuses années de réflexion. L'objectif poursuivi est de proposer une méthodologie et une démarche pragmatique pour l'élaboration, à moyen terme, d'une nomenclature positive, des rivières et canaux du domaine public fluvial et du domaine public fluvial navigable. À plus long terme, il serait souhaitable que la mise à disposition de ces informations puisse se faire sous forme de bases de données informatiques de type système d'information géographique, mais il est nécessaire que ces renseignements soient portés de manière incontestable. Aussi, le CETMEF se propose de faire le point sur les textes collectés et leur analyse historique et de mettre au point une méthodologie afin d'envisager l'élaboration de cette nomenclature. L'ensemble de cette étude comporte 3 dossiers. Le présent rapport présente des informations d'ordre méthodologique et pratique. Le second rapport traite de l'évolution historique de la notion de domaine public fluvial. Et enfin, ces rapports sont accompagnés d'un corpus de plusieurs textes consultables au CETMEF ou à VNF. Enfin, je tiens à remercier M. Bernard Le Sueur, universitaire, pour cette étude dont la très grande qualité sera, je l'espère, appréciée par tous. Geoffroy Caude. Directeur du CETMEF de 1999 à 2009. Responsable du lancement de cette étude. Membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Président de PIANCAI-PCN. Depuis plus de 20 ans,
VNF, sous forme d'EPIC avec les services de navigation ou dans sa configuration actuelle d'EPA, exerce ses missions, d'ailleurs renforcées par la loi de 2012, au premier rang desquelles l'entretien et l'exploitation des voies navigables. Depuis 2 ans, c'est une nouvelle communauté de travail qui s'est mise en place pour un meilleur service public de la voie d'eau. Aujourd'hui, notre environnement change. Certes, le trafic fluvial résiste à la crise actuelle, mais les acteurs économiques montrent des fragilités. Afin de conforter le transport fluvial de marchandises, d'encourager le développement de la navigation de plaisance et d'entretenir le patrimoine de la voie d'eau, tout en adaptant notre action à nos besoins et à nos moyens, nous devons définir une stratégie qui repose sur la satisfaction des besoins de nos clients et usagers et sur une politique partenariale volontariste visant à amplifier notre action. Sur le réseau à offre de services fret garantis toute l'année, l'objectif premier est d'assurer un niveau de qualité de service conforme aux standards européens en mettant à disposition des usagers un réseau robuste, fiable et attractif. Si VNF a une vision d'ensemble de la chaîne logistique, ce sont tous les acteurs qu'il convient de mobiliser, ports, chargeurs, transporteurs, collectivités. Sur le réseau secondaire saisonnier à vocation touristique, VNF doit agir pour faire connaître le potentiel touristique et de loisirs de la voie d'eau et accompagner nos partenaires pour favoriser l'essor de ce tourisme éco-patrimonial, source de développement économique territorial. Enfin, VNF préserve le patrimoine naturel de la voie d'eau et le maintien de son infrastructure par une gestion hydraulique maîtrisée, moderne, anticipant les risques et ce faisant, permettant l'ensemble des usages de l'eau. C'est dans cette dynamique que VNF entend valoriser le patrimoine que l'État lui a confié. 6700 km de canaux, fleuves et rivières canalisés, plus de 3000 ouvrages d'art, 40 000 hectares de domaine public fluvial et le transmettre aux générations futures. La construction du futur canal Seine-Nord-Europe marquera une nouvelle étape dans l'histoire fluviale de la France. En connectant à grand gabarit le réseau de l'Île-de-France à celui du Nord-Pas-de-Calais et au-delà à l'Europe rhénane, cette nouvelle voie d'eau sera une réponse essentielle pour le développement durable des territoires. Marc PAPINUTTI, Directeur général de Voies navigables de France. La consistance du domaine public fluvial naturel et artificiel tel que défini par le Code général de la propriété des personnes publiques procède d'un long processus, qu'on peut faire remonter au moins à l'édit de Moulins de 1566. Voilà un beau thème d'histoire culturelle pour un historien, habitué à travailler dans la longue durée. De plus, cette approche présente des applications très concrètes. La définition du domaine public artificiel, canaux, plans d'eau et ports intérieurs, et du domaine public naturel, cours d'eau et lacs, sur le seul critère de l'appartenance et du classement, n'aide en rien à le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant à délimiter sur le terrain la portion de rivière, de canal et les dépendances, sections court-circuitées, rigoles, noues, boires, vannes ou ouvrages de régulation, dont il a la charge. Avant ce code publié en 2006, on s'est référé longtemps à l'ordonnance de 1835. Son annexe présentait au moins l'intérêt de constituer une nomenclature de cours d'eau, de canaux et de lacs, dont les parties flottables et navigables étaient délimitées par des références géographiques. Mais très vite, à défaut de mise à jour, elle fut relayée par les guides de la navigation intérieure dressés par les soins du ministère des Travaux publics, puis par ceux de l'Office national de la navigation. La dernière édition du guide publié par la maison Berger-Levrault de 1957 fut complétée en 1965 pour intégrer le canal du Nord. Depuis cette date, la mise à jour, et notamment celle du grimoire de la Direction des ports maritimes et des voies navigables, était effectuée au moyen de mentions soigneusement calligraphiées dans les marges des ouvrages. Aussi, en 1991, le nouvel établissement public Voies navigables de France et le Bureau des voies navigables de la Direction des transports terrestres demandaient au CETMEF, devenu en janvier 2014 la Direction technique eaux, mers et fleuves du CEREMA, de substituer aux nomenclatures, guides et autres grimoires une délimitation cartographiée du domaine public confiée à VNF. La direction technique du ministère, eaux, mers et fleuves, entreprendra ensuite, à partir du référentiel hydrographique IGN-ONEMA, une base de données géo-référencée du domaine public fluvial national. Parallèlement,
Un long travail de sécurisation réglementaire et juridique des données fut entrepris par une collecte systématique des textes réglementaires fondant la domanialité d'une rivière, d'un canal, d'un ouvrage ou d'une annexe hydrographique. Bernard Lesueur a patiemment accompagné la Direction générale des infrastructures et de la mer, VNF et le CEREMA dans leur démarche en prodiguant son expertise, tant au fil de l'eau, qu'à des moments clés de transfert de gestion, de compétences et de décentralisation du domaine public fluvial. Aujourd'hui, ces monographies sont toujours utilisées au quotidien par les gestionnaires et exploitants du domaine public fluvial de l'État et des collectivités territoriales, même quand ces derniers l'ignorent. Aussi suis-je particulièrement heureux de préfacer un ouvrage qui permet à un public élargi d'accéder à l'histoire riche et complexe de l'élaboration du domaine public fluvial, patrimoine collectif que le CEREMA contribue à maintenir, protéger et développer. Bernard Larouturou, directeur du CEREMA. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Introduction. 1. Un regard d'historien sur un territoire redevenu commun à partager. Les rivières et canaux sont redevenus des sujets de préoccupation majeurs pour nos sociétés contemporaines. Dans ce contexte porteur, il nous est donc apparu intéressant de mener une réflexion globale à propos du domaine fluvial, afin de permettre à chacun de mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui autour de cette problématique. Car si ce sujet intéresse au plus haut point des collectivités territoriales amenées à réagir à des situations inédites, elle doit également interpeller chaque citoyen. L'enjeu est en effet de taille. Il s'agit ni plus ni moins d'une recomposition de nos territoires. Hier, affichée sur les murs de nos classes primaires, la carte de France de Vidal de la Blache nous imprégnait de l'image d'un pays composé du puzzle de nos bassins fluviaux. Puis cette image a été relayée au fin fond des réserves muséales, et les voies d'eau ont disparu de nos horizons scolaires. Sera-t-elle remplacée demain par une représentation qui tienne compte de nos intérêts renouvelés pour l'univers fluvial ? C'est que depuis quelques années, nos contemporains redécouvrent leurs rivières et canaux dans un grand mouvement de société qui mobilise bien des responsables politiques et qu'accompagne de nombreux acteurs économiques et surtout associatifs. Ce mouvement s'inscrit dans le long terme de notre histoire et constitue à nos yeux le troisième âge des relations que les hommes entretiennent avec les cours d'eau dans notre pays. Le domaine public fluvial s'inscrit au cœur de cette mutation culturelle et sociétale fondamentale, et son actualité ne saurait s'expliquer sans ce contexte porteur. Quand les sociétés riveraines traditionnelles vivent de et avec leurs cours d'eau. Au temps de l'économie traditionnelle et des batelleries de bassins, les sociétés vivent alors en osmose avec leurs rivières dont les eaux sont utilisées pour 1000 usages. L'espace fluvial, limité, policé et convoité, fait l'objet de compromis sociaux sans cesse refondés. Ceux-ci reflètent les enjeux de pouvoir de chaque époque et de chaque région. Puis s'en écarte avec l'industrialisation. Avec la révolution industrielle, le paysage change brusquement dans les zones en pleine mutation. Les riverains se détournent de leurs cours d'eau devenus des lieux répulsifs, consacrés essentiellement aux opérations industrielles. Plusieurs observateurs avertis dénoncent un espace qui s'enlaidit et s'encanaille. Plus grave encore, en ces temps et lieux d'économie carbonifère, les pollutions envahissent le domaine public. Au cœur et en aval des concentrations urbaines de grande taille qui se multiplient, la rivière se transforme souvent en un égout nauséabond à ciel ouvert. Et cela, aux grandes dames des amoureux des cours d'eau, tels Victor Hugo, 1802 à 1885, qui dénoncera sans repos la calamiteuse situation à Paris. Ce mouvement de repli et d'éloignement se poursuit bien après les travaux d'assainissement qui redonneront un peu de vie au fleuve. Pour la capitale, une loi de 1894 rend enfin obligatoire le tout à l'égout. Qu'importe, la rivière a cessé d'être un pôle attractif majeur. Ainsi, lors des 30 glorieuses de l'après-guerre, le manque d'espace pousse les responsables acquis au tout automobile à accaparer les berges pour en faire des voies rapides ou des parkings, symbole même du divorce des hommes d'avec leur voie d'eau. Avant d'y revenir faire 1000 choses. Dans les années 80, la situation se retourne. Les riverains redécouvrent peu à peu leurs rivières. On se promène en famille sur ces rives rénovées, à pied, en roller, en vélo, à cheval.
Dans la foulée d'un engouement réel pour le patrimoine, les musées comme les maisons de la rivière ou du canal fleurissent, les reconstructions de bateaux à l'ancienne se multiplient, les fêtes de l'eau rivalisent d'attrait. Le tourisme fluvial connaît un réel essor, et son chiffre d'affaires ne tarde pas à rejoindre celui du transport de marchandises. Les pratiques sportives en eau vive bénéficient de l'effet Jeux olympiques après quelques victoires françaises. On pourrait multiplier ces exemples. Le temps de la F et l'urbanisation. Ainsi, comme les urbains avaient redécouvert la campagne dans les années 60, mouvement que les géographes avaient baptisé rurbanisation, j'ai proposé d'appeler cet élan pour les cours d'eau, la F et l'urbanisation. Face à cette multidimensionnalité retrouvée, le domaine public fluvial est redevenu un nouveau territoire à partager pour répondre à des besoins pluriels. L'afflux de cette population nouvelle sur le domaine public fluvial n'est pas sans interroger les services compétents sur leur degré de responsabilité. Doit-on autoriser l'installation d'un circuit de canoë-kayak dans les remous d'un barrage ? Doit-on permettre aujourd'hui l'aménagement d'un chemin de halage pour des activités autres que pédestres ? Peut-on laisser le libre accès aux ouvrages d'art ou au contraire, doit-on les ceinturer d'un grillage protecteur pour prévenir tout accident ? 2. Le domaine public fluvial, objet d'enjeux politiques et économiques majeurs pour l'État comme pour les collectivités territoriales. Le domaine public fluvial, au cœur d'enjeux majeurs pour la France contemporaine. Ainsi, le domaine public fluvial s'impose-t-il de nouveau dans l'horizon de nos politiques, souvent de manière masquée, en arrière-plan de questions plus générales. Il alimente de nombreux débats, en particulier lors des élections régionales, et il suscite aujourd'hui encore bien des interrogations qui rebondissent en ces temps de crise. Tout à la fois économiques, politiques et sociétaux, les enjeux s'articulent autour de trois questions fondamentales qui propulsent le domaine public fluvial dans la sphère des intérêts sociétaux contemporains. 1. La réforme de l'État et les gouvernances nouvelles. Face à la complexité de la carte territoriale française et des règles de gestion, la révision générale des politiques administratives lancée en juin 2007 par le gouvernement de François Fillon, 2007 à 2012, a l'ambition de renouveler et moderniser le modèle traditionnel français. Se voulant structurelle, cette réforme vise à changer en profondeur l'organisation administrative de la France et les contenus de l'action publique. Elle tend en particulier à instituer une nouvelle répartition des pouvoirs et des fonctions entre le gouvernement central et les collectivités territoriales. Dans ce cadre, le domaine public fluvial devient un territoire que l'État souhaite partager, tant au niveau de sa propriété que de sa gestion. Cette nouvelle étape de la décentralisation s'accompagne d'un transfert possible de propriété et de compétences. Le 1er octobre 2012, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, mai 2012 au mars 2014, a créé un comité interministériel pour la modernisation de l'action publique. Ce secrétariat général doit devenir la cheville ouvrière de la réforme de l'État. Il doit en particulier jouer un rôle de partenaire stratégique vis-à-vis des administrations et des collectivités territoriales dans la conduite des changements. Donner plus de responsabilités aux collectivités sur leurs voies d'eau. Au niveau du domaine public fluvial, le débat se concentre autour de deux questions fondamentales. La première concerne d'abord le bien-fondé de cette partition entre un domaine public de l'État et des domaines publics fluviaux relevant de diverses collectivités territoriales. Des régions, des départements, des groupements territoriaux, doivent-ils prendre en charge maintenant leur propre réseau de voies navigables ? Et dans l'affirmative, sur quels critères le partage doit-il s'effectuer ? N'y a-t-il pas danger de voir éclater le territoire en des secteurs aux gabarits les plus divers, interdisant toute navigation continue sur un réseau redevenu morcelé ? Sans rompre l'unité du réseau ni augmenter les impôts ? Cette situation entraîne ensuite les éternelles querelles sur les transferts de financement qui accompagnent ces mutations. Étant donné le mauvais état souvent dénoncé de ce réseau, quelles seront les conséquences financières sur les feuilles d'impôt des citoyens ? 2. Les défis écologiques. Préserver en quantité. Dans nos sociétés occidentales, l'eau a changé de statut. Elle est devenue un bien commun, un patrimoine qu'il faut partager et économiser. En conséquence,
La modernisation laborieuse d'un droit de l'eau redevenu priorité nationale reflète bien cette nouvelle culture de l'eau des temps présents. Comme en qualité. La qualité des eaux est le second impératif incontournable. La lutte contre les pollutions les plus diverses est devenue une priorité absolue depuis plus de 20 ans, avec des résultats divers. Les enquêtes réalisées en 2008 montrent que, globalement, la qualité des cours d'eau s'améliore pour plusieurs polluants, à l'exception des nitrates. Comment les gestionnaires des voies d'eau doivent-ils donc prendre en compte aujourd'hui ces objectifs ? Quelles pratiques nouvelles et quels engins de transport faut-il inventer pour diminuer les pollutions de toutes sortes ? Depuis 1992, la France est divisée en 12 bassins qui ont depuis 2000 des obligations de résultat. Les actions à mener sont ainsi planifiées au sein des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, SEDAGE. Et faire de la voie d'eau un atout de la biodiversité. De plus, les enjeux environnementaux contemporains se sont élargis aux fonctionnalités écologiques de ces milieux domaniaux. Par nature, le canal et la rivière canalisée fragmentent des espaces, dispersent ou relient des espèces, ce qui bouleverse profondément la biodiversité fluviale. Voyons quelques exemples. L'aménagement des berges est devenu ainsi un milieu primordial pour développer des fonctions d'échange entre la terre et l'eau, préserver des zones d'habitat et développer des secteurs de reproduction animale et végétale. Un débat passionné oppose les partisans du génie mécanique symbolisé par les rideaux de pales planches, à tous ceux qui prônent l'utilisation des techniques douces du génie végétal. Le désir de restauration des continuités, soit longitudinales amont-aval, soit transversales terre-eau, développe une approche totalement renouvelée de l'espace fluvial. Destinée à recréer les conditions nécessaires aux migrations de nombreuses espèces piscicoles en leur permettant de franchir les barrages, les échelles à poissons sont devenues dans bien des cas obligatoires sur tous les barrages. L'échelle à poissons la plus imposante d'Europe, construite à Iffezheim sur le Rhin, permet ainsi le passage d'une chute de 11 mètres. De leur côté, des passages à gibier et divers dispositifs d'appui restaurent l'accessibilité aux berges verticales pour des animaux tombés à l'eau. Ainsi, hier, simple collection d'éléments juxtaposés que l'homme était destiné à manipuler, maîtriser, exploiter, le cours d'eau est-il reconnu aujourd'hui comme une entité globale et une nature vivante dont il faut respecter les souffles, les régulations, les diversités. Rien d'étonnant dès lors que la consistance, l'équipement du domaine public fluvial et sa gestion soient totalement repensés. L'idée même d'inondation revue et corrigée. Au cœur de ce défi environnemental, l'évolution de l'appréhension de la crue est devenue le symbole de ce retournement culturel. Après avoir vécu tant bien que mal pendant des millénaires avec les débordements des eaux, nos sociétés industrielles ne tolèrent plus ces colères naturelles. Il faut donc se protéger coûte que coûte. Ainsi, pendant de longues décennies, un dogme s'était imposé, sans contestation possible. Qu'il s'agisse des eaux pluviales ou des eaux des rivières, l'objectif était de se débarrasser des eaux maléfiques et de les faire s'écouler au plus vite vers l'aval. Ce parti pris s'est traduit par la mise en place généralisée de conduites souterraines évacuatrices des pluies, et par la construction de digues longitudinales formant de véritables gouttières fluviales le long des cours d'eau. La science et la technique viendraient à bout de la pluie et des orages. Mais des colères fluviales et des catastrophes en chaîne ont fait voler en éclats cet optimiste triomphant. La prise de conscience de la nécessité d'un règlement global du phénomène de crue au niveau d'un bassin a changé totalement la donne. Elle a impliqué tout à la fois la mise en place de structures nouvelles de gestion et la mobilisation de techniques alternatives. On cherchera par exemple à retenir les eaux le plus en amont possible, en redonnant aux crues des zones d'expansion suffisantes. Et les eaux ainsi épargnées seront bien utiles au moment de l'étiage, pour la navigation comme pour l'agriculture. Et celle des cours d'eau refondés. La politique environnementale de l'eau et des cours d'eau se définit globalement au niveau européen. Dans ce cadre, et par le biais d'une circulaire du ministre de l'Écologie et du Développement durable, Serge Lepelletier, mars 2004 au juin 2005, le gouvernement français a été amené à redéfinir la notion de cours d'eau. 2 critères complémentaires ont été retenus. La présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine, ce qui exclut les canaux ou les fossés construits par les sociétés au cours des temps, mais inclut les cours d'eau naturels artificialisés.
La permanence d'un débit suffisant pendant une majeure partie de l'année. À partir de cette base, et transposant dans le droit français une directive européenne de 2000, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a contraint les préfets coordinateurs de bassin à dresser un classement de ces cours d'eau, dont certains sont donc des voies navigables, à partir de critères liés à la qualité de leurs eaux. 3. La place de la navigation sur le marché du transport. Le transport fluvial lui aussi de l'oubli au renouveau. Dans la décennie 70-80, ce mode de transport ne semblait retenir plus l'attention que d'une poignée de professionnels et de quelques passionnés. La navigation intérieure ne semblait plus guère devoir compter dans notre économie, et l'État était accusé d'abandonner ses voies d'eau. Les barrages vieillissaient mal, les canaux s'envasaient, le matériel devenait inadapté. Prompts à se quereller et à défendre chèrement leur existence, de multiples acteurs se retrouvaient pour dénoncer l'abandon des pouvoirs publics et réclamer une autre politique pour les voies d'eau. Montrant du doigt un complot orchestré par les chemins de fer, bon nombre de mariniers jetaient l'éponge et, le couteau sous la gorge, se résolvaient à débarquer. Le domaine public fluvial n'intéressait plus personne, sauf peut-être quelques entrepreneurs qui misaient sur le développement du tourisme et quelques convaincus qui, ici et là, vantait les atouts de ce mode pour le transport des marchandises, en particulier face à une route triomphante mais dévorante d'espace, d'énergie et de vie. Mais depuis une trentaine d'années, on assiste à un lent mais régulier renversement de tendance. Les voies d'eau redeviennent porteuses d'avenir et d'espoir, d'autant qu'elles semblent mieux résister à la crise que les autres modes de transport aujourd'hui. Près de 60 millions de tonnes de marchandises empruntent la voie d'eau chaque année. Néanmoins, ces résultats ne cachent pas le fait que, pour répondre aux demandes d'une économie qui fait fi des distances, la route a conquis le rôle de super mode de transport, étranglant peu à peu et le rail et la voie d'eau. 86% des marchandises sont aujourd'hui transportées par les camions. Or, ce mode est reconnu comme le principal responsable de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur. Un véritable Big Bang s'impose donc si nous voulons, d'ici 2020, diminuer de 20% les émissions de ces gaz qui détruisent la planète et revenir à la situation de 1990. 3. Le domaine public fluvial dans l'actualité juridique. Les soubresauts de l'économie et les évolutions culturelles dans la manière de considérer la rivière en général, et la voie d'eau en particulier, rejaillissent aussi sur des représentations et des conceptions intimement liées au domaine public fluvial. Ce dernier est donc également l'objet d'interrogations nouvelles concrètement, sur le terrain, à l'occasion d'un aménagement innovant ou de l'informatisation de données de base le concernant. Sa définition, sa protection, sa gestion s'en trouvent ainsi profondément remises en question. La propriété des personnes publiques redevient un enjeu prioritaire. Il n'est pas surprenant que d'un strict point de vue juridique, ce regain d'intérêt et d'importance se soit traduit par le besoin de clarifier et de synthétiser l'état du droit. La loi du 1er août 2001 rend obligatoire l'inventaire général des propriétés de l'État. En 2006, la publication du Code général de la propriété des personnes publiques entend simplifier et unifier les approches. Cette codification renouvelle la manière d'aborder le domaine public fluvial. Certes, et depuis surtout le XIXe siècle, de très nombreux auteurs se sont intéressés à cette question. Ils l'ont fait soit directement, soit le plus souvent indirectement en traitant des sujets plus généraux, comme par exemple celui du droit administratif des travaux publics. L'analyse des tables des matières de ces ouvrages juridiques met d'abord en évidence la permanence de thèmes incontournables. Évoquons-les rapidement. Les composantes classiques d'une étude sur le domaine public fluvial. L'étude de la composition de ce domaine est l'acte premier fondamental, et la rivière est toujours au cœur de cette problématique. Longtemps considérée comme un simple élément géographique obéissant aux lois de la nature, elle oblige à délimiter son périmètre domanial aussi bien longitudinalement, de l'amont vers l'aval que transversalement du Talweg à la limite terrestre voisine. Mais la rivière naturelle vit, elle divague, déborde, abandonne un bras, creuse un nouveau passage, forme ici et là des îles et atterrissements temporaires ou permanents. Tantôt les riverains tentent de la contrarier, tantôt ils accompagnent ses mouvements. Bref, la rivière multiplie les sources de conflits potentiels. Quant au canal,
voie d'eau artificielle reliant une rivière à une autre, il nécessite simplement une double délimitation officielle. Longitudinale et transversale, celle-ci découlant des actes d'expropriation nécessaires à sa construction. Les textes officiels incluent également dans le domaine public fluvial, deux autres ensembles qui curieusement sont peu, voire très peu abordés par les différents juristes. Les ports publics ne font l'objet que de quelques rares études domaniales. Le développement du tourisme fluvial et la volonté de certaines collectivités territoriales d'établir sur leurs communes des équipements d'accueil relancent les débats. Quant aux ouvrages multiples qui équipent les cours d'eau et les transforment en voies de communication pour assurer la permanence et la sécurité de la navigation, ils sont au mieux évoqués en quelques lignes. Et son évolution. Le second thème toujours abordé par les spécialistes est celui des entrées et des sorties du domaine. Dans les deux cas, il faut déterminer des procédures qui immanquablement entraînent des contentieux. De nombreuses incorporations au domaine résultent de la construction de canaux, par le biais de concessions. Dans la seconde moitié du XIXe, les juristes s'attardent très longuement sur cette question. Au XXIe siècle, on parle aussi de partenariat, de collaboration publique-privée. À ce titre, le projet de liaison à grand gabarit Seine-Nord-Escaut constitue un terrain d'exercice pratique idéal qui relance main et main débats politiques. En cas de sortie du domaine, les auteurs se penchent alors sur le devenir de cette voie. Si le sujet reste classique, la volonté de décentralisation fait apparaître aujourd'hui une problématique totalement rénovée. Hier, cette expulsion était souvent vécue assez négativement. De nos jours, liée à une nouvelle mise en valeur, elle porte plutôt une représentation positive. La conservation et la gestion du domaine public fluvial. La protection du domaine reste un thème classique. Avec l'étude de la police de conservation, elle constitue le troisième élément majeur de continuité sur la palette des sujets juridiques traités. Néanmoins, une évolution très nette apparaît dans les textes récents. La réflexion se déporte plutôt aujourd'hui vers les modalités de gestion et les modes de valorisation du domaine. Cette préoccupation de mise en valeur économique rejoint d'ailleurs la démarche d'autres institutions, comme celle liée au patrimoine fluvial dans le domaine culturel. Enfin, notons qu'en particulier à la fin du XIXe siècle, les juristes travaillant sur le domaine public fluvial dissertent abondamment sur l'outillage d'exploitation. Cette notion était très large et regroupait des techniques et des services liés à l'état de la navigation. En particulier, les premières batelleries industrielles mobilisaient des moyens de traction pour le halage, le touage et le remorquage qui nécessitaient une occupation du domaine public et souvent la construction d'installations spécifiques. S'ensuivaient des contentieux multiples sur les concessions, l'application des cahiers des charges, les dégradations du domaine. Ce chapitre disparaît bien entendu des préoccupations juridiques, avec la fin des batelleries tractionnées et l'essor de la navigation automotrice. Le passage du virtuel au réel ? En mars 2004, le rapport Ossard est remis à la direction des transports terrestres. Il porte sur le transfert de 700 km de voies navigables actuellement gérées par l'État. Dans sa note de présentation, Claude Martinand 1944 à 2012, vice-président du Conseil général de Ponts et Chaussées, évoque la situation juridique ambiguë du domaine public fluvial. La démarche actuellement engagée a mis en évidence les difficultés liées à l'absence de normes juridiques d'ensemble dressant la liste des voies navigables. À ce jour, la nomenclature des voies navigables, bien qu'invoquée dans le droit positif, demeure en effet virtuelle et est constituée pour l'essentiel de textes épars témoignant du classement de telle ou telle voie dans le domaine public fluvial de l'État. Cet état de fait peut générer des difficultés, dans la mesure où la gestion du domaine public fluvial est répartie entre le ministère de l'Écologie et le ministère de l'Équipement, et fondée sur le critère de navigabilité des voies en cause. Par ailleurs, l'absence de nomenclature des voies navigables contribue à laisser dans l'ombre le statut de certaines rivières. Enfin, il paraît nécessaire d'avoir aujourd'hui un recensement clair et exhaustif du domaine public fluvial navigable de l'État, qu'il soit ou non confié à VNF ou ayant fait l'objet ou devant faire l'objet de transferts de compétences aux régions dans le cadre de la décentralisation. 4. Un parcours de recherche, une histoire culturelle pour une notion redevenue incontournable.
Le domaine public fluvial se retrouve donc, et même si c'est un peu malgré lui, au cœur des mutations politiques, économiques et sociales de notre époque. Il en est comme le miroir qui reflète les rapports de force recomposés, les préoccupations nouvelles, l'évolution des représentations culturelles, les choix et les aspirations de nos contemporains. Au cours de notre parcours de recherche au fil de l'eau, au fil du temps, nous avons déjà abordé de multiples aspects de l'histoire de la navigation intérieure et de celle des relations que les hommes entretiennent avec leurs cours d'eau au fil du temps. Histoire économique et sociale avec les Péniciens, histoire urbaine avec la Seine et capitale de la batellerie, histoire culturelle avec le patrimoine fluvial. Poursuivre aujourd'hui cette piste pour travailler sur le concept de domaine public fluvial s'impose comme entrée à la fois pertinente et porteuse de sens dans le contexte présent, comme l'était celle de la notion de patrimoine fluvial dans la dernière décennie du XXe siècle. Pour contribuer à l'analyse épistémologique de cette étude, nous pensons utile de préciser les différentes étapes de l'élaboration de cette page d'histoire culturelle. Cette vie du livre, n'est-elle pas devenue aujourd'hui incontournable pour le chercheur contemporain ? Premier temps, le droit fluvial et l'exploitation commerciale. Déjà, dans les années 80-90, au sein des équipes de Pierre Tripier à l'Université de Paris-Nanterre et celle de l'École des ponts et chaussées autour de Georges Ribeil, nous avons travaillé en partenariat sur le droit du transport comparé. Mais à cette époque, nous nous sommes focalisés sur les questions d'exploitation commerciale des divers modes. La construction européenne et l'horizon du marché unique sont alors les principaux moteurs de cette réflexion pluridisciplinaire. Deuxième temps, un besoin de clarification de la nomenclature. Dans les dernières années du XXe siècle, le CETMEF prend une initiative capitale qui sera à l'origine même de cet ouvrage. Les services de l'État se heurtent essentiellement au fait qu'il n'existe aucune nomenclature officielle régulièrement actualisée des voies navigables. Cette carence juridique pose de nombreux problèmes dans la gestion quotidienne, l'entretien et l'amélioration du réseau. Et la situation s'aggravera avec les politiques de réforme de l'État, nécessitant une connaissance de plus en plus précise de la géographie juridique fluviale. De plus, la volonté de créer alors un système d'information géographique tenant compte de la domanialité impose la vérification détaillée et ultra précise des informations juridiques. Une étude de faisabilité est donc entreprise. Elle a consisté essentiellement à dépouiller quelques grandes collections juridiques et quelques séries archivistiques classiques, pour nous assurer de la possibilité de répondre à cette demande. Troisième temps, la recherche officielle. En novembre 2001, l'étude qui m'est alors officiellement confiée par le CETMEF poursuit 3 objectifs complémentaires. Rassembler un large corpus de textes juridiques aisément consultables. Définir une méthodologie générale pour les recherches de sources complémentaires, afin de faciliter la résolution des cas particuliers qui peuvent se poser aux professionnels et aux élus. Dresser un historique succinct de la notion de domaine public fluvial, en abordant quelques aspects épistémologiques liés à cette notion. Il y sera toujours donné une place importante au contexte qui explique en grande partie les évolutions enregistrées. Car la notion même de domaine public fluvial n'est pas juridiquement statique. Elle évolue et se complexifie au fil des temps, chaque période lui imprimant sa marque. Jean-Baptiste Duvergier, 1712 à 1877, le reconnaît dès 1834 dans son recueil de lois et règlements. L'influence de la société sur la législation et l'action de la législation sur la société sont également incontestables. La confection des lois n'est donc pas livrée aux caprices et aux chances de l'arbitraire. L'historien se doit donc de tisser des liens de compréhension entre l'évolution du droit et les besoins sociaux, entre la règle juridique et la structure sociale. Souvent, l'évolution du droit s'explique par des éléments qui lui sont largement extérieurs. En est-il ainsi pour le domaine public fluvial, et quelles sont les grandes étapes de son histoire ? Quatrième temps, l'heure d'une publication élargie. Le premier rapport publié, nous n'avons cessé d'être attentifs à cette problématique qui s'inscrivait de plus en plus profondément dans une histoire immédiate riche en rebondissements. Et depuis cette date, nous n'avons pas cessé d'approfondir cette question, ce qui a donné des versions successives de notre travail. Aujourd'hui, alors que de nombreuses collectivités territoriales sont face à des questions très concrètes de gestion et d'investissement,
et que chaque citoyen est appelé à prendre conscience des enjeux nouveaux qui se jouent autour des voies d'eau, nous pensons qu'il est temps de communiquer les résultats de notre recherche. Je remercie bien sincèrement Gérard Caude, directeur du CETMEF lors de la phase lancement de cette étude, Marc Papinutti, directeur général de Voies navigables de France, et Bernard Larouturou, directeur du CEREMA de m'avoir apporté leur soutien pour ce travail. Mes remerciements iront également à Madame Ngoua qui est en fait à l'origine de ce projet, ainsi qu'à Madame Fayet et Messieurs Benessa, Joblon, Rebérotte et Tirement pour l'aide apportée. Aux divers bibliothécaires et archivistes qui m'ont accompagné, en particulier à Madame Céline Fauconnier de la Bibliothèque centrale administrative et juridique du ministère. Bernard Le Sueur. Du Centre d'études techniques maritimes et fluviales, CETMEF, au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, CEREMA. Le CETMEF, 1986 à 2014. Créé par un décret du 2 novembre 1998, le Centre d'études techniques maritimes et fluviales est un service technique central à compétence nationale, rattaché initialement au ministère de l'Équipement. Par la suite, il bascule vers le ministère de l'Énergie, de l'Écologie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire. Sa naissance est liée à la volonté des gouvernements, depuis les années 1985, de déconcentrer la gestion des personnels, en particulier ceux relevant du ministère des Transports. Ainsi, paru le 6 mars 1986, le décret fondateur est-il signé non seulement du ministre des Transports du gouvernement Jospin, juin 1997 au mai 2002, Jean-Claude Guessot, mais également du ministre en charge de la réforme de l'État et de la décentralisation, Émile Zuccarelli. Concrètement, deux unités antérieures fusionnent, le Service technique central des ports et des voies navigables, STCPMVN, et le Service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement, STNMTE, anciennement Service technique des phares et balises. Le CETMEF est alors chargé d'élaborer et de diffuser les techniques, de conduire des études et recherches, d'exécuter des prestations d'ingénierie et des expertises dans les domaines des aménagements et des ouvrages maritimes et fluviaux, des phénomènes hydrauliques maritimes et fluviaux, des aides et des dispositifs de sécurité intéressant la navigation maritime et fluviale, des transmissions, de la télématique et des techniques satellitaires, pour l'ensemble des services du ministère chargé de l'équipement. Avec 250 agents, le centre est implanté sur 5 sites, Compiègne, ville accueillant son siège social, Bonneuil-sur-Marne, Brest, Aix-en-Provence et Nantes. À la pointe de la recherche dans le développement et l'innovation en matière d'hydraulique, il développe de nombreux partenariats avec les grandes universités françaises. En matière d'ingénierie fluviale, il élabore des méthodes, réalise des expertises, constitue des bases de données. La naissance du CEREMA. Dans le cadre de la réforme des services de l'État engagée ici depuis une dizaine d'années, une importante restructuration est mise en place en janvier 2014, conformément à la loi portant sur les infrastructures et les services de transport, que fait voter en mai 2013 le ministre responsable des Transports, Frédéric Cuvillier, mai 2012-août 2014. 11 centres d'études ministériels sont regroupés au sein d'un nouvel établissement public qui se donne pour mission d'apporter une aide scientifique au gouvernement et aux collectivités locales pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer les politiques publiques de l'aménagement et du développement durable. Son conseil d'administration traduit une volonté de partenariat et de complémentarité entre les acteurs. Il regroupe des représentants de l'État, des élus, des membres du personnel et des personnalités qualifiées. Son premier président est Pierre Jarlier, représentant de l'Association des maires de France, et son premier directeur général, Bernard Larouturou, chercheur en mathématiques appliquées et ancien chargé de mission par Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mai 2007 au juin 2011. Le CEREMA se présente à la fois comme un lieu de rencontre entre science, innovation et besoins de terrain, un espace de dialogue entre acteurs scientifiques, économiques et politiques, et un centre de ressources où trouver des solutions pour faire face aux questions concrètes et aux problèmes toujours plus complexes et de nature transversale, liés à la nouvelle vision de l'aménagement et du développement durable du territoire.
Chapitre 1er du droit romain au Code civil, les principales étapes d'une longue gestation. 1. Une élaboration progressive en dents de scie. 1. Le socle fondamental du droit romain. Déjà le grand rôle des cours d'eau à vocation polyvalente. Traditionnellement, la notion de domaine public fluvial se déduit d'une pratique et d'une fonction d'usage. Cette domanialité des cours d'eau a été très tôt affirmée, en particulier par le droit romain qui s'installe avec les premiers horizons de la conquête. La domination politique et militaire s'accompagne d'un changement de propriété. Plusieurs auteurs antiques, en particulier Polybe, vers 208 vers 126, confirment que les vaincus livrent leur pays, leur ville, tous les habitants, hommes et femmes et toutes les rivières. Néanmoins, le fisc romain ne s'intéressera qu'aux cours d'eau pérennes sur lesquels il prélèvera des taxes. Rien de moins surprenant, dans ces économies antiques, ces derniers jouent déjà un rôle économique majeur. Ils servent et souvent de manière concurrentielle, à satisfaire de multiples besoins. Dans la rivière, les hommes trouvent une part non négligeable de leur nourriture grâce à une active pêche fluviale et ils s'abreuvent, comme leur bétail, aux eaux bienfaitrices. Des canaux d'irrigation apportent les arrosages indispensables à une agriculture exigeante, tandis que l'évacuation des eaux urbaines usées emprunte directement le lit des rivières. De multiples métiers vivent sur leurs bords, les tanneurs, les coupeurs d'osier, les rouisseurs de chanvre et de lin et même les orpailleurs. Certains exploitent transversalement une partie de leur cours, d'autres l'utilisent tout au long de l'amont vers l'aval. C'est le cas de la navigation qui transporte passagers et marchandises aussi bien sur de courts itinéraires que sur de longues distances. Ajoutons qu'en Gaule, à partir des premiers temps de notre âge, les moulins vont faire leur apparition, fournissant une énergie nouvelle attendue mais compliquant encore, ô combien, le partage d'un terrain restreint et compté. Les espaces molinologiques qui se construisent engendrent alors rapidement un pan nouveau du droit fluvial, qu'il faut donc définir, sauvegarder et protéger. Cette polyfonctionnalité pousse très vite les autorités à prendre des mesures de sauvegarde et de protection, tandis qu'il faut bien régler les multiples conflits qui surgissent, ce qui pousse les jurisconsultes à porter un regard fort intéressé à toutes ces questions. Dans cette civilisation de l'écrit, les fondements juridiques nous sont exposés par divers textes, en particulier par le Digeste, établi à l'initiative de Justinien, 483-565, et publié dans les années 530 à Constantinople. Ce recueil méthodique de droit est l'un des livres composant un code général qui rassemble et compile 5 siècles de sources juridiques antérieures. Il s'agit bien là d'une œuvre capitale. Celle-ci tombera dans l'oubli à la fin de l'Empire romain, et ne sera redécouvert en Occident qu'à la fin du XIe siècle. Dès lors, ce corpus servira de base à la science juridique fluviale médiévale. Les fleuves considérés comme une richesse naturelle. Le célèbre géographe grec, Strabon, -57, +25, nous a laissé une géographie présentant 17 volumes. Dans celui consacré à l'Europe, il décrit les rivières de la Gaule et les présente comme un atout incomparable. Le pays se trouve arrosé dans tous les sens par des fleuves qui descendent, soit des Alpes, soit des monts Cévennes et du mont Pyrénéen, et qui vont se jeter les premiers dans l'océan et les autres dans notre mer intérieure. En général, ces fleuves coulent dans des plaines ou le long de collines dont la pente douce ne gêne en rien la navigation. Ils sont de plus si heureusement distribués entre eux qu'on peut faire passer aisément les marchandises d'une mer à l'autre. À la vérité, il faut user de charrois dans une partie du trajet, mais c'est sur un espace peu étendu et d'ailleurs tout en plaine où le chemin par conséquent n'offre pas de difficultés, et la plus grande partie du trajet se fait bien par la voie des fleuves qu'on remonte et qu'on descend alternativement. Le Rhône, à ce point de vue, l'emporte sur tous les autres fleuves, car indépendamment du grand nombre d'affluents, qui viennent de tous côtés grossir son cours, il a le double avantage est de se jeter dans notre mer, laquelle offre de bien autres débouchés que la mer extérieure, et de traverser la partie la plus riche de la contrée. Ce qui mérite surtout d'être remarqué dans ces contrées, c'est la parfaite concordance qui règne entre les différents pays par les fleuves qui les arrosent et par les 2 mers dans lesquelles ces derniers se déchargent. Cette correspondance constitue en grande partie l'excellence de ce pays. Une si heureuse disposition des lieux, par cela même qu'elle semble être l'ouvrage d'un être intelligent plutôt que l'effet du hasard, suffirait pour prouver la providence. Les auteurs du Digeste distinguent différents types de cours d'eau incluant le lacus, espace qui contient toujours de l'eau,
le stagnum intermittent ou la fossa, le canal artificiel. Ils insistent sur les conditions nécessaires à respecter pour que les eaux puissent être toujours utilisées à bon escient, notamment pour la navigation. Non seulement rien ne doit gêner la circulation des bateaux et radeaux déjà soumis aux actions limitatives des saisons et aux caprices de l'hydrologie, mais les berges doivent également permettre le halage, l'accostage, le dépôt des marchandises. En conséquence, les historiens qui s'intéressent à cette question au XIXe siècle, en particulier au sein des sociétés savantes, soulignent la bipolarité de la propriété des eaux à l'époque romaine. Les fleuves et rivières navigables et flottables par radeau appartiennent au domaine public, chacun pouvant y naviguer librement, toutefois sans nuire aux propriétés riveraines. Certains ruisseaux assurant la navigabilité d'une rivière peut également être inclus dans cet ensemble. Les radeaux ordinaires, à flotteurs ou munis de plateformes sont donc assimilés aux bateaux, tous étant considérés comme des engins de transport que l'on adapte à la navigabilité de la voie. Mais si on peut ainsi user et disposer de l'eau, il n'en est pas de même pour le lit considéré par les textes comme pris sur des fonds riverains. Quant à la rive, sa limite est définie par rapport aux eaux coulantes à plein bord, le plenissum flumen. À partir de ces bases, un nombre important de décisions s'attachent à assurer la conservation et l'entretien des cours d'eau, tout comme le partage de cet espace fluvial pour satisfaire concrètement les divers besoins économiques. Cette liberté de navigation sur les eaux publiques, tout comme le respect des droits d'accès nécessaires aux berges, sont surveillés et garantis par un large ensemble de dispositions juridiques visant à réprimer tout manquement et à en punir les responsables. Quant aux rivières non navigables, elles appartiennent aux propriétaires des terres traversées. La question des voies artificielles reste toute secondaire, les canaux étant fort peu nombreux à cette époque. Techniquement, on ne sait pas en particulier faire franchir à la voie artificielle une ligne de partage des eaux. Nous sommes donc en présence de quelques grands projets, et seulement de 2 ou 3 débuts de réalisation en Europe occidentale dont le plus emblématique reste le canal de Marius, IIe siècle avant Jésus-Christ, qui doit résoudre la liaison Rhône-Méditerranée en dérivant les eaux du fleuve vers Fos-sur-Mer. La Fossa Marianae. Dans l'imminence d'une guerre contre les Cimbres et les Teutons, l'empereur Marius masse des troupes dans la région du Bas-Rhône où il reçoit l'appui des Massaliotes, ses traditionnels alliés. Comme il fallait faire venir par mer toutes les provisions avec beaucoup de temps et de dépenses, il trouva le moyen d'en rendre le transport prompt et facile. Les marées avaient rempli de vases et de graviers les embouchures du Rhône. Sa rive était recouverte d'une boue profonde que les flots y déposaient et qui en rendait l'entrée aussi difficile que dangereuse aux vaisseaux de charge. Marius, pour occuper son armée pendant ce temps de loisir, fit creuser un large fossé dans lequel il détourna une grande partie du fleuve et qu'il conduisit jusqu'à un endroit du rivage sûr et commode. Plutarque. Vie de Marius. Assurer les transports fluviaux. Néanmoins, les travaux des archéologues nous montrent aujourd'hui que les sociétés riveraines ont entrepris très tôt quelques aménagements de leurs cours d'eau, notamment pour faciliter la navigation, fiabiliser les ports ou établir des postes de garde militaires. Ainsi, en liaison avec l'exploitation commerciale, de nouvelles questions de domanialité n'ont pas manqué de surgir dans un temps où la navigation s'affirme comme essentielle pour l'approvisionnement des villes, les conquêtes et l'exploitation des provinces. Dès que la circulation fluviale devient quelque peu active, des collèges corporatifs sont créés. Ils rassemblent les entrepreneurs du transport, les marchands propriétaires des bateaux et les bateliers conducteurs des barques. Dans toutes les grandes villes fluviales, ces nautes ont d'abord le devoir d'alimenter les entrepôts publics. Les naviculaires assurent les trajets de longue distance et les caudiculaires la circulation rapprochée, y compris par cabotage. À côté de ces fonctions commerciales, certaines flottilles armées assurent la défense et l'ordre sur le territoire nautique, aussi bien sur la Seine que sur le Rhin. Ces confraternités professionnelles jouissent partout d'une haute considération, comme celle de la ville de Lyon, qualifiée de corpus splendidissimum. Au cœur de la ville rhodanienne, des inscriptions datant des premiers siècles font penser à l'existence de 3 collèges distincts en fonction de leurs espaces d'activité. Certains travaillent sur le Rhône, d'autres sur la Saône et d'autres enfin sur les 2 cours d'eau. Il en est de même pour la Rhin et Lille à Strasbourg. Ici, les auteurs insistent sur les hiérarchies internes aux tribus entre maîtres et novices, seniors et juniores.
L'exploitation commerciale repose sur un tour de rôle qui garantit à chacun une juste répartition du travail. Quant au noté Parisiaci de la Seine, tout concourt aujourd'hui à souligner la puissance de ces navigateurs, marchands qui érigent en l'honneur de Jupiter une colonne magnifique connue sous le nom de pilier des nautes. Toutes sortes de marchandises sont alors transportées dans des tonneaux, des amphores ou en colis plus ou moins volumineux sur de nombreux types de bateaux. Pour les voyages les plus importants, des plombs sont apposés, sceaux privés ou officiels avec les effigies des empereurs, marques correspondant au passage de frontières ou à l'acquittement des péages. De nombreux textes et inscriptions montrent également que le transport des personnes était très répandu. Ce sont les prêteurs, magistrats de la Rome antique, qui doivent en conséquence faire respecter toute une série d'interdits visant à assurer la circulation des eaux et celle des voyageurs et des marchandises sur les rivières naviguées. Ces magistrats de police administrative veillent à ce que personne ne perturbe la navigation en dressant des obstacles sur les eaux ou le long des rives. Ils doivent également empêcher quiconque de faire circuler des bateaux et d'effectuer les transbordements nécessaires sur les berges. Ils condamnent également les riverains tentant d'entraver la direction des eaux ou d'en changer le cours. La législation romaine, objet d'intérêt et de débat. Les conceptions romaines du domaine public fluvial vont se perdre plus ou moins avec la fin de l'Empire. Il faudra attendre 1135 pour que l'on redécouvre les monuments législatifs de Justinien, dans la ville d'Almaphie. À partir du moment où ces textes se répandent en Occident, ils deviennent un enjeu juridique de premier ordre. Ainsi, tout au long du XIXe siècle, les jurisconsultes s'opposent au sujet de leur interprétation. La question liée à la définition d'un cours d'eau, ainsi que celle de la propriété du lit et des alluvions rebondira prioritairement à intervalles réguliers. 2. L'émiettement du domaine public fluvial. L'effacement relatif de la puissance publique. Avec la chute de l'Empire romain et les grandes invasions, s'ouvre une période de recul, voire d'effacement du droit romain, spécialement dans le Nord. En traversant la période féodale, ces principes subiront d'importantes modifications et seuls ne subsisteront que quelques règles. L'affaiblissement du pouvoir central entraîne un émiettement de la domanialité. Dans ce contexte d'instabilité politique et territoriale, les rivières demeurent des objets de convoitise majeurs pour les tribus conquérantes. Les Éduintes et les Sécanes se combattent pour le contrôle de la Seine, les Francs s'installent par la force sur les bords de la Meuse, du Rhin et de l'Escaut, les Burgondes sur la Saône, le Rhône et la Durance, les Visigoths sur la Loire et la Garonne. Pourtant, à l'époque de la monarchie franque, le principe de domanialité reste maintenu, même si sa justification est autre. Les rivières navigables font toujours partie du domaine royal, mais c'est en tant que dépôt sacré remis entre les mains du souverain. Charlemagne saura s'en souvenir. De nombreux auteurs soulignent alors les reculs de la navigation intérieure causés tant par les dégradations des voies délaissées et la multiplication des chaussées de moulins, que par le blocage des trafics traditionnels. C'est à cette époque que les juristes de la fin du XIXe siècle décrivent un glissement majeur, dont Edward Philip Engelhardt se fait l'écho. En cet état de choses, les routes et les rivières passèrent du domaine public dans le domaine de la couronne. Elles devinrent proprement régaliennes. De ce fait, plusieurs souverains vont céder des droits utiles tout en conservant le domaine direct ou éminent. Les cas les plus nombreux concernent des pêcheries, des moulins et des forêts fluviales. Dans certains cas, la donation porte sur un territoire englobant en partie un cours d'eau. Dans d'autres, c'est la rivière elle-même qui est l'objet central de cette libéralité. Ainsi, en 780, Charlemagne abandonnait l'Aleka à la cathédrale d'Utrecht. Par ailleurs, l'empereur semble très attentif aux revenus qu'il tire de ces rivières. On dit que ses intendants doivent chaque année à la Noël, lui rendre compte du produit de ses péages au pont, de ses droits de bac, de ses moulins et de ses pêcheries. Il est vrai que dans les récits des faits héroïques de ses conquêtes, Dieu sauve à plusieurs reprises ses fidèles guerriers en provoquant des mouvements inopinés des eaux de ces rivières. La notion de domaine public fluvial s'estompe, et à l'époque de Clovis Ier, 466 à 511, roi des Francs, il n'existe plus guère que le domaine privé du prince, même si les Consueudine Feudorums placent toujours les rivières navigables dans le corps de ce que les juristes des époques ultérieures rangeront dans les droits régaliens. Les concessions de fief comprennent aussi bien les eaux que les terres. Louis Bonnard,
qui publie en 1913 la première grande synthèse historique portant sur les navigations à l'époque gallo-romaine, insiste sur la résistance du domaine en Loire. Il explique cette situation par le fait que ce pays devient rapidement un foyer de culture et de spiritualité porté par les nombreuses abbayes qui s'y établissent et rayonnent. Mais à côté de ce droit féodal qui s'impose largement, se développe selon l'expression de Marc Bloch, l'empire de la coutume. D'une province à l'autre, les règles sont différentes. On oppose d'abord traditionnellement les pays de droit écrit dans un Midi où l'héritage romain est encore très important, au pays de droit coutumier qui, lui, issu de souverainetés diverses, reste très morcelé. La revendication de la propriété éminente des cours d'eau est alors l'objet de nombreux conflits entre différents pouvoirs, régions, droits. Le roi, les seigneurs locaux, les communautés urbaines franchisées, les associations riveraines, se disputent cette propriété comme les prérogatives qui en découlent, en particulier les péages sur les voies naviguées. Le droit d'utilisation de l'eau n'échappe pas à ces bras de fer permanents, et la coutume peut tolérer des prises d'eau indépendantes de la propriété. Dans certaines régions, ces prélèvements sont autorisés durant quelques jours de la semaine ou de l'année, avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour les navigations, toujours à vide de fond, même si les bateaux ne présentent encore qu'un faible tirant d'eau. De son côté, la question des alluvions gagnées ou perdues suite au mouvement des eaux engendre des règles diverses. Or, à cette époque, les rivières peu chenalisées modifient encore souvent leur tracé non stabilisé, en particulier à la suite des inondations. Certaines bousculent leurs lits, approfondissent leurs méandres ou creusent des bras nouveaux. D'autres malmènent leurs îles, parfois avec l'aide des riverains tentés d'accroître leur propriété en ayant recours à diverses pratiques pas toujours licites. Bref, la rivière ôte et donne, et ce sujet est capital durant toute l'ère des batelleries de bassin. Et les coutumes traitent différemment cette situation. Pour celle de Vic, la terre que la rivière emporte est perdue pour le propriétaire, et cette terre qu'elle joint et unit à un autre fonds, n'appartient pas au propriétaire de ce fonds, mais au seigneur ou justicier. La coutume de Bar prévoit quant à elle des compensations. Celui qui perd son héritage ou partie d'aïsui par le moyen de la rivière en peut reprendre de l'autre côté. Si la loi apparaît bien comme une règle de droit voulue par l'État sous la sanction de la contrainte, elle traduit toujours une volonté consciente de la puissance publique. Quant à elle, la coutume est une règle qui s'établit par habitude, par tradition, par pratique répétée des usagers eux-mêmes, souvent sans que ces derniers en soient réellement conscients. Il s'ensuit donc une certaine discordance entre loi et coutume. En ces temps de pouvoir central faible, ce manque d'harmonie ne peut que profiter au droit coutumier. Néanmoins, le roi saura dans certains cas limiter tirer son épingle du jeu, comme dans le cas de la coutume de Meaux. Parallèlement, au XIe et XIIe siècle, des compagnies fluviales se constituent. Elles se substituent aux seigneurs riverains par la force comme sur le Rhin, ou par le rachat des péages et en s'engageant alors à entretenir la voie d'eau. Le territoire fluvial aux mains des seigneurs. L'émiettement du droit et la confusion qui en résulte jettent le trouble sur la notion même de domanialité. La distinction se révèle souvent difficile entre les biens propres du souverain, ceux dont il peut disposer librement, et les biens dont il ne fait qu'assurer la surintendance comme représentant de la puissance publique, qui eux restent inaliénables. Dans les faits, les seigneurs considèrent le domaine fluvial comme un bien quelconque qu'on peut donner, vendre, partager. Néanmoins, la seigneurie des eaux appartient toujours aux seigneurs ou justiciers qui bénéficient des importants avantages qui en découlent, au premier rang desquels on cite le droit de pêche. Les enjeux autour de la nature et de la consistance du domaine royal fluvial prennent donc ainsi de plus en plus d'importance au fil du temps et avec les évolutions de la conjoncture politique. Quand Hugues Capet, vers 940-996 devient roi, le pays est alors démembré en 55 duchés, vicomtés et grandes seigneuries avec pour chacun d'eux leurs lois et leurs usages fluviaux. Car dans ce haut Moyen-Âge, les ressources principales du trésor proviennent essentiellement des droits domaniaux et non encore de l'impôt qui gardera longtemps un caractère exceptionnel. Le roi et sa cour vivent d'abord des ressources tirées des différents biens de la couronne, terrestres et fluviaux. Ces monarques féodaux se déplacent de domaine en domaine avec leur administration, et consomment sur place les produits de leur propriété. Cette discontinuité domaniale limite les échanges extérieurs et l'inexistence du concept moderne de frontière,
autorise une économie en saut de puce d'un domaine à l'autre. Quoi qu'il en soit, pendant plusieurs siècles, les rois se dépouillent progressivement de certaines de leurs prérogatives. Ils distribuent aux ecclésiastiques, aux seigneurs, aux villes, aux particuliers, des concessions de nature très diverses mais qui tout affaiblissent à terme le pouvoir central et limitent ses revenus. Ainsi le long de la rivière cèdent-ils des droits de navigation, de péage, de bacs, de ports, de moulins, de pêcheries. Les exemples sont on ne peut plus nombreux, provoquant même des conflits entre les réceptionnaires. Les objectifs de ces dessaisissements sont multiples et variés. Il s'agit d'obtenir indulgence et pardon pour gagner demain le paradis, de récompenser quelques valeureux seigneurs, ou de se procurer simplement des ressources nouvelles. La propriété comme le pouvoir se dispersent. Saint-Denis, la Seine et Paris. Au cours du Moyen Âge, l'abbaye de Saint-Denis réussit à concentrer entre ses mains l'essentiel des droits sur la Seine entre Saint-Cloud et les environs du pont du Pec. Tout commence dans le cadre de la fondation de la foire de Saint-Denis. En 633, un diplôme de Dagobert, vers 602-639, octroie aux abbés tous les droits sur les navires et les ports possédés jusque-là par la royauté, inaugurant ainsi une manière d'agir qui se développera assez systématiquement par la suite. Mais c'est à l'abbaye que Childebert Ier, 497 à 558, donne une pêcherie, celle de Vanves, et Charles le Chauve, 823 à 877, un village, la Forest des Pêches et la Forest d'Eau, depuis Sort jusqu'à Chambrieux. Au fil des ans, les autorités ecclésiastiques complètent cette politique de donation par une volonté continue de rachat de droits. Ils contrôlent bientôt le trafic de toute marchandise montante et avalante auquel s'applique le tarif de l'abbé. Ils perçoivent également les juteux droits sur le sel prélevé au passage de la poterne. Si le bac de Neuilly reste domanial, le roi s'est engagé à accorder une rente annuelle compensatrice à l'abbaye. Seul au XVIe siècle, quelques menus droits sur les vins encore échappent en totalité à l'abbaye tandis que, toujours de faible tonnage, les battels, les nefs et les foncés allant par Seine accroissent notablement leur trafic. De plus, la faiblesse du pouvoir royal encourage les usurpations de titres. De fait, le roi se trouve dessaisi involontairement de nombreux pans de son domaine fluvial sur lequel il n'exerce plus guère de contrôle. Une justification a posteriori renforce la position des seigneurs péagers. Le roi n'a-t-il pas délégué sa souveraineté aux seigneurs riverains pour garantir et assurer la sécurité de la navigation contre justement le prélèvement de droits? À côté de ces droits légitimement établis, bien d'autres sont imposés de facto par les seigneurs les plus puissants. Dès lors, les péages se multiplient sur les rivières comme sur les chemins de terre, perturbant profondément les transports fluviaux. Le domaine et les moulins. De plus, à cette époque, les rivières se couvrent progressivement de moulins. Avec la navigation, l'emploi des eaux comme force motrice primaire est l'un des usages les plus importants des cours d'eau. Le droit commun reconnaissait aux riverains le droit de construire des moulins. Mais quand les rivières passent en fait dans les mains des seigneurs locaux, ceux-ci se réservent le droit de les construire et de les exploiter. Sur les rivières domaniales, le roi établit des concessions moyennant une somme fixe ou des redevances annuelles. La restauration du droit romain. Cependant, à partir du XIIIe siècle, le droit romain fait un retour remarqué, porté en particulier par les universités qui multiplient leurs études pour le faire connaître et l'interpréter. En France, les savants de Paris, puis ceux de Toulouse et de Montpellier fournissent des argumentaires pour battre en brèche la puissance féodale et redorer le blason royal. Mais le débat intellectuel sera de longue durée. La résistance du régime féodal est forte. En témoigneront les rédactions des Coutumes d'Amiens, d'Auxerre ou de Boulogne qui refuseront encore au début du XVIe siècle d'accorder la domanialité des rivières. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.